Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux ce midi. Nous sommes très heureux d'accueillir dans le cadre des séminaires de la chaire de recherche sur la jeunesse et des séminaires du mardi de l'EHESP, Isabelle Coutan, qui est donc chargée de recherche à l'IRIS, à l'EHESS, et qui va donc nous parler aujourd'hui du traitement des troubles des conduites à l'adolescence à partir d'une enquête ethnographique dans une unité de psychiatrie pour adolescents. Donc je laisse tout de suite la parole à Isabelle Coutan. Bonjour. Je vous remercie pour cette invitation et puis pour cette occasion de pouvoir un peu échanger autour de mon travail. Moi, je travaille sur la question plus large de la prise en charge de la délinquance juvénile depuis maintenant un peu plus de 15 ans. J'ai d'abord travaillé au tout début des années 2000 sur la prise en charge judiciaire de jeunes délinquants. Et puis, donc, c'était dans un contexte d'intolérance croissante à l'égard de la petite délinquance, avec une mise en cause du travail éducatif et un tournant répressif. Et suite à ça, en fait, j'ai voulu m'intéresser à un autre volet du traitement de la déviance, qui est le volet la prise en charge par l'écoute et par la parole. Parce que les années 90, en même temps qu'il y a ce discours répressif croissant, il y a aussi tout un autre volet de l'action publique, qui est le volet, la mise en place de lieux d'écoute. C'est l'apparition de la souffrance et de l'écoute comme des nouvelles catégories d'action publique. Et donc, ces dispositifs d'écoute, ils répondent un peu à deux préoccupations. Il y a un volet santé publique et aussi éthique qui est de préoccupation par rapport au mal-être adolescent, puis aussi l'adolescence qui apparaît comme une catégorie dans le champ de la santé mentale dans les années 80, donc voilà, avec un effet dans les politiques publiques dans les années 90. Mais il y a aussi un deuxième volet, qui est un souci d'ordre public, préoccupation d'ordre public. C'est-à-dire que l'idée que les violences urbaines, qui sont aussi croissantes dans les années 90, peuvent être un symptôme de souffrance. L'interprétation dans le champ psy, pour aller vite, de la violence, c'est de la voir non plus seulement comme un délit, mais aussi comme l'expression d'une souffrance. Donc ça conduit à la mise en place aussi de ces dispositifs. Alors cette idée que la mise en place de lieux d'écoute, de lieux de parole pour répondre à la souffrance adolescente, ça répond aussi à des préoccupations d'ordre public. Ça a été particulièrement activé lors de la publication d'un rapport de l'INSERM en 2005. Il y a eu une controverse importante. Donc c'était un rapport sur la prise en charge du trouble des conduites chez l'enfant et l'adolescent. Et donc dans ce rapport, le trouble des conduites est défini en lien avec les classification anglo-saxonne, le DSM, là, donc le trouble des conduites s'exprime par une palette de comportements qui vont des crises de colère et de désobéissance répétées de l'enfant difficile aux agressions graves comme le viol, les coups et blessures et le vol du délinquant. Sa caractéristique majeure est une atteinte aux droits d'autrui et aux normes sociales. Donc ce qu'on interprète comme de la délinquance dans le champ judiciaire et socio-éducatif, interprété comme trouble des conduites dans le champ médical. Ce trouble, donc dans le rapport, il mentionne qu'il concernerait de 3 à 9% des 13-18 ans, plutôt des garçons, et chez les filles, il se caractérise davantage par des mises en danger sur le plan sexuel. Donc qu'est-ce qui a fait l'objet de la controverse? C'est que ce rapport préconisait un repérage précoce des enfants et des familles à risque, avec l'idée, c'est présent quand même assez explicitement, que ce trouble des conduites est un facteur potentiel de délinquance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une détermination automatique, mais l'idée qu'il y a une éventuelle prédisposition quand même qui est présente. Et puis, même si c'était préconisé qu'en deuxième intention, l'idée d'un traitement médicamenteux dès l'enfance était aussi mentionnée dans le rapport de l'INSERM. Donc il y a eu une réaction assez massive de toute une partie des professionnels chargé de l'enfance et de l'adolescence à ce moment-là. Alors, cette controverse de 2005, en fait, elle s'inscrit dans une problématique très classique en sciences sociales, qui est la problématique de la médicalisation, l'idée que la médicalisation, ça participerait du maintien d'un ordre social inégal. L'idée qu'on médicalise les questions sociales. Quand on parle de médicalisation ou de psychiatrisation des questions sociales, en général, c'est ce qu'on entend. C'est donc la médicalisation, ça permet de maintenir un ordre social inégal au détriment de ce qui serait un traitement politique des inégalités. Donc c'est quelque chose qui est très classique. C'est notamment présent dans toutes les analyses de Foucault, cette manière de lire les choses. Et pour Foucault, ça s'origine, en tout cas la psychiatrisation s'origine dans le 19e siècle, avec l'idée que, ce qu'il explique, c'est qu'au moment de la Révolution, on met en place un nouveau système pénal qui est basé sur la raison, la rationalité,
Donc c'est très différent de la justice d'Ancien Régime. Donc notre système pénal, il est lié au fait qu'il faut ajuster la punition au crime. Et donc on doit toujours... le magistrat s'interroge sur la rationalité du criminel, et pour ça, il a besoin du psychiatre. C'est à partir de ce moment-là que le magistrat a besoin du psychiatre. Et donc, à partir de la réforme du système pénal, à partir de la Révolution, les psychiatres sont amenés à se prononcer sur des questions d'ordre public, ce qui est nouveau. C'est-à-dire que la non-conformité aux règles sociales, c'est le symptôme d'une maladie possible. Et donc tout ce qui est indiscipline peut être à ce moment-là psychiatrisé. Donc c'est plus seulement ce qui est de l'ordre du délire et de la perte de contact avec le réel, qui relève de la psychiatrie, à partir de ce moment-là. Mais ça vient, dans l'analyse de Foucault en tout cas, c'est lié à la réforme du système pénal. Et ça se traduit notamment à la fin du XIXe siècle, aussi dans le champ de l'enfance, par l'apparition des figures de l'enfant instable et de l'enfant arriéré. Et en fait, il y a des travaux sociologiques qui montrent que c'est au moment où les enfants des classes populaires, des fractions basses des classes populaires, entrent à l'école, donc conséquence des lois de la Troisième République sur la massification scolaire, démocratisation scolaire. Donc c'est au moment où ces enfants arrivent à l'école que ces catégories-là apparaissent. Parce qu'en fait, les enfants qui sont déviants par rapport aux attentes de l'école, se retrouvent... Donc il y a une distance entre leurs normes de comportement et les normes attendues par l'école. Mais en fait, cette distance, ce que montrent ces travaux de sociologie, c'est que c'est d'abord une distance sociale et culturelle. Et en fait, cette distance est pathologisée. Voilà. Comme ils ne sont pas conformes aux attentes, on va considérer qu'ils relèvent de la sphère médicale. Et donc c'est à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, que se met en place toute cette réflexion sur l'enfant, l'enfant qu'on va aussi appeler l'enfant caractériel. Les catégories évoluent selon les époques, et qu'on va réfléchir à mettre en place des classes spécialisées. Donc l'idée des classes de perfectionnement, ça émerge à ce moment-là. C'est une conséquence de la massification scolaire en fait. On va créer des classes spécialisées pour les enfants qui ne rentrent pas bien dans les attentes. Et en général, ce sont les enfants des milieux les plus démunis des classes populaires. Et puis les classes de perfectionnement, après, seront créées que dans les années 50. Mais c'est au tournant du siècle que l'idée émerge. Donc voilà, donc ça c'est une manière de lire, c'est une manière d'analyser le traitement médical et psychiatrique de la déviance juvénile. C'est de considérer qu'en fait, on traite dans la sphère médicale des choses qui relèvent d'inégalités sociales. C'est avec ces lectures en tête et dans ce contexte-là que moi j'ai entamé une enquête dans une unité psychiatrique pour adolescents en région parisienne, dans un secteur défavorisé et pauvre de la région parisienne. Et c'était une unité psychiatrique qui était spécialisée dans la prise en charge des troubles des conduites. Donc j'ai mené une enquête, donc ça date un peu, c'était en 2007, de 3 jours par semaine pendant 9 mois. Donc j'ai mené des entretiens avec les professionnels, observé pas mal, les réunions d'équipe, mais aussi des entretiens thérapeutiques, et puis la vie quotidienne de l'unité. J'ai étudié un peu de manière longitudinale une trentaine de cas d'adolescents. Et donc je suis partie avec cette hypothèse d'une psychiatrisation abusive, entre guillemets, de deux questions qui relevaient, à mon sens, plutôt de problématiques sociales et éducatives. Et notamment parce que la grande majorité des adolescents qui étaient hospitalisés relevaient effectivement par ailleurs d'un suivi éducatif et parfois judiciaire. Mais c'était lié à la définition même de l'objet, de prise en charge des troubles des conduites. Au fur et à mesure des observations, je me suis toutefois éloignée de cette problématique, et donc je vais expliquer maintenant pourquoi. Alors, premier point de l'exposé, donc la psychiatrisation des troubles du comportement, une réponse au désarroi du secteur éducatif. Alors, l'unité, donc, je viens de le dire, donc, elle a été créée à la fin des années 90, à un moment où il n'y avait plus aucune possibilité d'hospitaliser les adolescents dans le département concerné. Tous les lits avaient été fermés, puisque toute la mouvance des années 60-70 en psychiatrie, c'est l'idée que l'enfermement aggrave éventuellement les pathologies. C'est tout le mouvement de l'antipsychiatrie, le discours aussi des sciences sociales, très critique de la psychiatrie. Tout cela se fédère, et puis la montée en puissance de ce qu'on appelle la psychiatrie institutionnelle, j'expliquerai un peu plus tout à l'heure ce que c'est. Donc c'est une psychiatrie ouverte à la psychanalyse, très critique de l'asile et de l'enfermement. Donc il y a eu tout un mouvement comme ça de désaliénisation et aussi de fermeture de lits. Mais donc du coup, dans ce département-là, il n'y avait plus de lits pour hospitaliser les adolescents, alors même que la population avait beaucoup augmenté du fait de la construction des grands ensembles, de façon massive, et donc
fin des années 90, plus de possibilités d'hospitalisation en pédopsychiatrie, alors qu'un tiers de la population a moins de 19 ans. Et puis un contexte socio-économique qui se dégrade. Donc du coup, les soignants du département se sont mobilisés pour réouvrir des lits en essayant de convaincre de l'utilité de la chose, et avec une mission spécifique qui était censée justement répondre à ces troubles des conduites, considérés dans le travail de présentation de la structure, donc troubles du comportement, troubles de la conduite sans troubles de la pensée, jugés, donc que les professionnels jugeaient particulièrement fréquents dans les banlieues, à la différence, donc ils précisent à la différence de l'anorexie qui est plutôt rare. Donc voilà, donc avec des qualifications assez changeantes selon en fonction des moments, mais troubles qui peuvent aussi être qualifiés d'état limite, borderline. Des psychanalystes utilisent plutôt le terme pathologie de l'agir, mais cette idée que ce sont des pathologies qui sont difficiles à traiter dans le cadre des thérapies classiques axées sur la parole. Voilà, et donc l'idée aussi du psychiatre qui était responsable du projet, c'était d'accueillir des jeunes dont plus personne ne voulait, qui étaient rejetés de toutes les institutions, qui ne tenaient plus nulle part. Et donc de fait, effectivement, compte tenu des symptômes qui sont à l'origine des interventions sur ce terrain-là, une partie des jeunes étaient suivis sur le plan éducatif, et souvent ce sont les éducateurs qui sollicitaient l'unité. Et ce qui s'exprimait pendant les entretiens d'évaluation auxquels moi j'ai pu assister, c'était d'abord le désarroi des professionnels de l'éducation, des éducateurs, des directeurs de foyer, qui pouvaient dire on est perdu, on ne sait plus quoi faire. Et donc on a le sentiment que la souffrance à prendre en charge en premier lieu, c'était d'abord celle des professionnels que celle des adolescents, en tout cas sur une première impression d'enquête. Donc effectivement, moi, les premières impressions, voilà, c'est les éducateurs qui arrivent avec des jeunes qui n'arrivent plus à gérer, qui expriment leur désarroi. Donc j'étais pour le coup un peu confortée dans mon hypothèse de départ, assez classique. On psychiatrise la délinquance, des comportements qui sont considérés comme normaux dans la culture de rue adolescente, à savoir un peu l'insubordination, le caractère rétif, l'éventuelle agressivité. Donc je me disais, c'est abusivement retraduit sous un versant pathologique. Et il y avait effectivement un cas d'un jeune garçon qui rentrait très bien dans cette grille de lecture. Donc c'était un jeune garçon de 15 ans, Latif, qui était amené par son éducatrice de milieu ouvert. Donc les parents lors du premier entretien, les parents du garçon ne sont pas là. La maman est occupée avec ses enfants plus jeunes. Le père ne peut pas se déplacer, il travaille. L'éducatrice exprime, donc elle parle des troubles du comportement du garçon, qui vient de subir 2 exclusions de 2 collèges différents coup sur coup pour des problèmes de comportement, insultes, menaces verbales. Plus récemment, il a été en garde à vue pour jet de pierre sur un véhicule. Et donc, l'éducatrice explique qu'elle n'arrive pas à nouer une relation avec ce garçon. Elle ne sait pas comment l'aider. Donc, elle parle. Le garçon, pendant tout cet entretien-là, est très, tête baissée, mutique. Donc, elle explique un peu la situation familiale. Le garçon a grandi dans une famille bigame originaire du Mali qui comporte 14 enfants, et depuis quelque temps le père a séparé les 2 épouses en raison de conflits, et lui s'est retrouvé, on ne sait pas bien pour quelle raison, il habite avec la belle-mère. Donc elle explique un peu ce contexte-là sans trop savoir quoi en faire. Elle a de bonnes relations avec le père du garçon. Et donc le psychiatre, suite à cet entretien, est un peu désemparé aussi. Il écrit dans le dossier « Attitude d'opposition passive, donne des réponses évasives, refuse le suivi », en parlant du garçon, et puis il conclut « Peu de solutions thérapeutiques, peut-être le centre de jour en lien avec le collège ». Et c'est le père qui vient lors de la consultation suivante, et c'est lui qui demande à ce que son fils soit pris en charge. Il dit « Il faut qu'on l'aide ». Donc il ne comprend pas trop lui-même ce fils qui lui pose problème, alors qu'il n'y a pas de problème avec ses autres enfants. Donc finalement, le garçon est pris en charge au centre de jour de l'hôpital, donc en psychiatrie. Donc il faut quand même motiver la prise en charge. Donc le psychiatre note risque d'évolution vers un trouble grave de la personnalité. Et il ajoute comme argument clinique violence à l'école et dans la rue, plusieurs exclusions scolaires, une garde à vue, pas de motif vraiment utilitaire, plutôt rage dépressive. Le médecin conseil donne son accord, donc là c'est pareil, ça figure dans le dossier, pour trouble de la personnalité. Donc on voit comment il y a la construction du cas se fait, comment c'est passé aussi par finalement le discours du père aussi qui demande que son fils soit aidé, mais que les institutions s'occupent de lui. Et puis donc ce garçon va être suivi quelques mois au centre de jour, en venant 3 demi-journées par semaine. L'idée c'est de soutenir sa scolarisation et de participer à un projet d'orientation.
Et lors des réunions d'équipe, il y a tout un travail qui est fait pour penser une orientation vers une institution qui combine soins et scolarité. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pendant ce temps-là, le garçon, il se saisit des ressources du lieu, et notamment tout ce qui est accès à Internet, ordinateur, suivi éducatif. Et lui, depuis le début, ce qu'il dit, c'est qu'il veut travailler. Mais bon, ça veut dire centre d'apprentissage, ça veut dire trouver un patron. Et en fait, il va profiter de passage par centre de jour, aussi peut-être parce qu'il n'a pas très envie de se retrouver à l'hôpital. Je pense qu'il a quand même conscience de l'endroit où il se trouve. Et il trouve un patron. Et il va refuser l'orientation médicale qui lui est proposée. Et puis, et ce qui est assez intéressant, c'est la manière dont, effectivement, du coup, le cas a été qualifié, la manière dont, voilà, les choses... les ressources qu'il trouve, lui, pour sortir de cette orientation-là. Et d'ailleurs, à un moment donné, une pédiatre de l'unité, lors d'une réunion, parce que voilà, tous les professionnels ne sont pas toujours là, elle découvre un peu le cas lors d'une présentation, elle dit « Mais c'est quoi sa pathologie à part qu'il ne faut rien à l'école ?» Donc c'était assez emblématique, effectivement, de tous ces cas-là un peu ambigus. Voilà. Et puis la psychologue avait répondu « État limite », pareil, catégorie un peu fourre-tout. Voilà. Et donc, moi, les dernières nouvelles que j'avais eues un an après, c'est qu'effectivement, il avait pu s'inscrire en centre d'apprentissage, parce que le patron avait accepté de le prendre en alternance. Alors, il ne s'agit pas non plus d'être particulièrement critique. Moi, je ne suis pas là pour juger. Mais c'est intéressant de voir d'ailleurs comment les professionnels eux-mêmes ne sont pas forcément toujours très convaincus de ce qu'ils font, les hésitations. Et puis, effectivement, là, on est dans un cas qui, d'un point de vue de sociologue, peut effectivement assez être lu en termes de médicalisation de questions plutôt de type délinquance, quoi. Ou en tout cas, la question de la pathologie elle-même n'est pas très claire. Alors... Cette grille de lecture, elle est donc, voilà, ça s'avère en partie pertinente. Il m'a semblé que ça s'appliquait, alors je ne vais pas forcément développer là, mais ici on peut en reparler après si vous voulez. Ça s'appliquait pour les filles dans une amplitude d'âge plus grande que pour les garçons. Enfin, mon sentiment, c'était que... alors ça demanderait à être vérifié parce que moi j'ai qu'une trentaine de cas, mais c'était que finalement c'est comme si les garçons entre 12 et 16 ans, quand ils ont des problèmes de comportement importants et de violence, ça peut effectivement être traduit en termes de souffrance et d'un besoin de prise en charge psychiatrique. Passé 16 ans, c'est comme si après ça relève d'un autre domaine, après c'est du coup la sphère pénale. Et que les filles, ça va être plus longtemps ce type de comportement, comme c'est socialement quelque part moins acceptable, en tout cas moins pensé comme normal, la violence d'une fille, voilà. Et ben, c'est comme si elle pouvait être là jusqu'à 18 ans. Voilà, j'avais plus de filles entre 16 et 18 ans qui étaient là pour des troubles du comportement, enfin au moment de l'enquête. Et donc voilà, je peux pas en tirer des résultats forcément de manière sûre, mais ça correspond à d'autres choses qu'il y a pour le coup dans la littérature en sciences sociales sur ces questions-là. Hein. L'idée, c'est les travaux de Colin Cardy sur la violence des femmes, hein, qui montrent aussi que quelque part elles échappent plus à la filière pénale que les hommes pour les comportements de violence, et que juste parce que c'est retraduit en termes de souffrance ou de pathologie. Voilà. Donc il me semble que pour ces troubles du comportement, effectivement, cette grille de lecture d'une psychiatrisation de la délinquance, ça concerne les filles plus longtemps que les garçons. En même temps, pourquoi cette grille de lecture, pourquoi je ne me suis pas arrêtée là dans mon enquête et dans mon analyse, c'est que en même temps que je faisais ces observations, il se passait plein de choses, et comme j'étais là, l'enquête par observation ethnographique, on prend tout, hein, on fait feu de tout bois, on note tout, on ne sait pas forcément à l'avance complètement ce qu'on va trouver. Et il y avait plein de choses dans ce que je notais, dans ce que j'observais, qui ne rentraient pas là-dedans. C'est-à-dire que d'une part, je ne savais pas quoi faire, du fait que une grande partie de ce qui se passait dans l'unité, une grande partie du travail des professionnels, c'était aussi de résister à cette tendance-là. C'est-à-dire que, donc d'une part, les professionnels de l'unité convenaient eux-mêmes que si les foyers éducatifs étaient mieux outillés, il y aurait une partie des situations qui pourraient se traiter sans eux, enfin, ou en tout cas pas avec une telle implication. Ils avaient aussi conscience qu'ils soignaient, entre guillemets, le mal-être des cités, pour aller vite. Et puis, il y avait des tensions importantes avec certains éducateurs ou certains services éducatifs pour savoir effectivement de quelle institution relevait la prise en charge. Et le psychiatre pouvait par exemple dire à des éducateurs, mais quand des éducateurs disaient il faudrait qu'on l'aide, voilà, telle adolescente, et le psychiatre qui pouvait lui répondre, mais pourquoi pensez-vous que nous, on va faire ça mieux que vous, hein? Donc il y avait ce type d'échange assez régulier. Et puis parfois aussi de l'agacement. Ils étaient quand même régulièrement en doute sur le sens de leur mission et sur le bien fondé de leurs interventions en matière d'hospitalisation.
en disant des choses du type on n'est pas là pour les empêcher de brûler des voitures, ni pour les empêcher de se faire agresser, c'est à la police de faire ça. Et donc ils appréciaient pas que les éducateurs, les juges, les recteurs d'académie fassent eux-mêmes parfois le diagnostic de la nécessité d'une prise en charge ou d'un suivi. Donc ça c'était quelque chose de très, c'était pas juste anecdotique, ça faisait vraiment partie du quotidien du travail, ce souci-là de jusqu'où on va et quand est-ce qu'on est légitime à intervenir. Et puis l'autre chose qui m'a aussi assez vite questionnée, c'est qu'en passant un peu de temps dans ce service, je me rendais compte que derrière le symptôme trouble du comportement étaient classés des jeunes au profil vraiment très différent du point de vue de la pathologie elle-même. C'est-à-dire qu'il a fallu aussi qu'en tant que sociologue, et ça c'est compliqué quand on n'est pas formé à ces sujets-là au départ, c'est qu'est-ce qu'on fait de la pathologie, qu'est-ce qu'on fait des catégories diagnostiques, c'est pas les nôtres, c'est pas nos catégories à nous. Alors est-ce qu'on les prend pour... Et en plus on sait en sciences sociales que les catégories sont mouvantes selon les sociétés, selon les époques, donc il faut les prendre avec des pincettes et tout ça. Et en même temps, je me rendais bien compte qu'il y avait quand même quelque chose derrière les comportements et que c'était pas la même chose pour tous. Il y a des jeunes qui arrivaient à se concentrer, d'autres pas. Il y en avait avec qui on pouvait avoir une discussion cohérente, d'autres pas. Ils étaient plus ou moins invalidés socialement par leurs troubles. Et donc... d'une part, donc les troubles les mettent plus ou moins en danger, empêchent plus ou moins leur insertion, et puis parfois il y avait effectivement des pathologies avérées du point de vue médical en tout cas, mais effectivement qu'on peut même en tant que profane observer, c'est-à-dire avec une dimension de perte de contact avec la réalité, quelque chose d'un peu délirant, et c'était pas le cas de tous. Donc je me rendais bien compte que j'avais affaire à quelque chose d'extrêmement hétérogène et que c'était un peu facile de simplement dire psychiatrisation des troubles du comportement. Je trouvais qu'il fallait aussi rendre compte de cette hétérogénéité-là. Et donc du coup, au fur et à mesure de mon travail, je me suis dit qu'il fallait complexifier un peu mon approche. Et puis, la manière pour moi de m'en sortir finalement, pour pouvoir rendre compte un peu de toute cette complexité-là, ça a été de prendre au sérieux le travail psychiatrique au quotidien, et puis d'essayer de repérer ce que les professionnels qualifiaient comme du bon ou du mauvais travail, c'est-à-dire leur propre catégorie d'évaluation de leur pratique professionnelle. Quand est-ce qu'ils étaient contents d'eux ou quand est-ce qu'ils avaient le sentiment de ne pas bien faire. Et je me suis dit, derrière ça, qu'est-ce qu'il y a exactement, à quoi ça renvoie, essayer de rentrer dans leur propre logique. Et du coup, j'ai un peu déplacé mon questionnement et je me suis dit, ma question, ça va être aussi, prendre en charge les troubles du comportement en psychiatrie, quels objectifs, pour les professionnels eux-mêmes. Je gâte un peu le temps. Donc, l'unité que j'ai étudiée, il faut contextualiser parce que j'ai une approche de type ethnographique, monographique. Ça veut dire que j'ai fait une enquête dans un seul hôpital, de manière intensive certes, mais dans un seul hôpital. Donc, pour que mes données aient un peu une validité, je suis obligée de dire un peu la spécificité du secteur et la spécificité de cette unité-là. En même temps, ce qui est intéressant après, c'est quand on a des retours, une fois l'enquête publiée, de gens qui exercent à l'autre bout de la France et qui disent « c'est nous ». Donc là, on se dit mais c'est nous parce qu'il y a des raisons. Si ça ressemble, c'est parce qu'ils travaillent un peu de la même manière avec les mêmes, le même arrière-fond. Et socio-économique au niveau du bassin de population probablement, et au niveau des types de formation des professionnels. Donc du coup, ils peuvent se reconnaître, ça fonctionne pareil chez eux parce que c'est un peu les mêmes en fait. Voilà. Donc cette unité, c'est particulier parce qu'en plus la pédopsychiatrie s'éloigne un peu de ça, je crois, aujourd'hui. Donc elle s'inscrit dans la lignée de ce qu'on a appelé la psychiatrie institutionnelle. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, je ne sais pas si tout le monde connaît ici. Donc c'est une orientation de la psychiatrie qui est née dans l'entre-deux-guerres autour de psychiatres qui étaient hostiles à l'enfermement des malades et adeptes de la psychanalyse. Enfin, hostiles à un enfermement asilaire, de type asilaire. Après, du coup, ça a été mis en pratique pendant la Deuxième Guerre mondiale dans certains endroits, et parce que du coup, les soignants face à la pénurie alimentaire, les soignants ont pu mobiliser les patients dans des formes d'économie locale, ne serait-ce que pour survivre. Et du coup, ils se sont rendus compte qu'en fait, les patients allaient mieux du fait de cette mise en activité, ne serait-ce que collective pour pouvoir survivre. Donc ça les a confortés dans ce qui était déjà leur théorie. Et du coup, ça s'est monté en puissance dans l'après-deuxième guerre, notamment aussi avec tout le mouvement après de la mise en place de la politique de secteur et cette idée que, enfermer, ça chronicise les malades. Alors ça, c'est quelque chose aussi qu'on connaît bien en sciences sociales parce qu'on a le travail de Goffman, Asile, qui a été traduit, je ne sais plus, je crois, tout début des années 70.
fin des années 60. Et donc cette idée qui culmine à la fois dans les sciences sociales, mais aussi dans le champ de la psychiatrie, en fait. Donc que l'enfermement rend malade, d'une certaine manière. Et en même temps, la psychiatrie institutionnelle, à la différence de certains courants de l'époque, elle croit quand même aux vertus de l'hospitalisation. Donc l'idée, c'est hospitaliser, mais pas n'importe comment, et surtout hospitaliser en pensant la sortie. Donc voilà. Donc les psychiatres qui s'occupaient de l'unité que j'ai étudiée, ils étaient dans cette mouvance-là. C'est-à-dire, ils croyaient que l'hospitalisation pouvait être positive dans certains cas, et en même temps, ils avaient conscience qu'il fallait que ce soit pas trop long et qu'il fallait penser la suite, l'aval de ce qu'ils appellent l'aval de l'hospitalisation pour éviter d'éventuels. Enfin voilà, qu'il fallait consolider les choses. Mais donc voilà, pour les situer un petit peu. Alors, dans les pratiques, il y a tout un travail donc, qui tient à la fois à cette psychiatrie institutionnelle et je pense aussi à quelque chose qui traverse plus largement toutes les politiques sociales depuis les années. Enfin voilà, c'est quelque chose qui s'est accentué, je ne sais pas comment le dater, années 90-2000, mais cette idée aussi qu'il faut que les interventions apparaissent comme légitimes et qu'il faut les co-construire avec les usagers ou aussi les patients. Et ce qui me semblait très important aussi dans le travail que j'ai observé, c'est l'importance du travail de justification et d'explication pour tenter de convaincre les familles d'abord et éventuellement les adolescents de l'intérêt éventuel du suivi. Et donc du coup, ça veut dire aussi tout un préalable autour de ce qu'ils appellent la reconnaissance des troubles. Donc il y a tout un travail de parole et d'explication de pourquoi ça peut être important, pourquoi ça peut être utile. Et ensuite, du coup, les médicaments jouent un rôle dans le travail à l'hôpital, mais il y a tout un travail, en tout cas là, il y avait un important travail aussi de parole. Et l'idée d'amener effectivement par la parole les adolescents à une autre gestion d'eux-mêmes, leur apprendre à gérer leurs émotions différemment. Du coup, ce que je trouvais intéressant à observer, c'est que quand les psychologues, les psychiatres, mais aussi les autres soignants évaluaient positivement leur travail, quand les adolescents parvenaient à verbaliser ce qu'ils ressentaient et ce à quoi ils aspiraient. Alors, c'est le terme qui revenait tout le temps, ils étaient contents en disant « Ah, il a pu dire telle ou telle chose. Maintenant, il peut dire ça. » Et je me suis dit « Mais en fait, c'est du pouvoir dire qu'ils cherchent à leur transmettre. » Alors, pourquoi cette catégorie de pouvoir dire, je l'ai utilisée aussi comme telle, c'est que je me suis intéressée à ce qu'était du coup le pouvoir psychiatrique aujourd'hui, en montrant que ce pouvoir, il est partagé entre les différents soignants, mais ça on connaît bien depuis la sociologie interactionniste des années 60. Mais je voyais aussi qu'il était co-construit avec les familles, avec cette idée qu'il faut de plus en plus construire les familles comme des partenaires, ça travers toutes les politiques sociales. Et puis aussi, qu'il y avait aussi cette question du pouvoir dire à transmettre aux adolescents eux-mêmes. Et donc il faisait partie de cette boucle aussi, d'un pouvoir psychiatrique qui englobe aussi ça. Enfin, voilà, tel que moi j'ai essayé de l'analyser. Et donc je me suis dit qu'il y avait une forme de pédagogie spécifique dans ces lieux-là, mais je pense que c'est une pédagogie qu'on observe aussi dans le travail social. Et peut-être aussi, je ne sais pas, dans l'éducation nationale, je n'ai pas fait de terrain récemment, mais qui m'a semblé être une pédagogie de la réflexivité. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail de désignation et de légitimation des émotions supposées. Donc autour de la tristesse, la colère. Donc il y a tout un langage émotionnel qui est enseigné, un discours sur soi à distance des événements, l'utilisation de métaphores pour décrire le fonctionnement psychique. Voilà. Donc toute une pédagogie particulière j'ai commencé à essayer de l'étudier, mais je pense qu'on pourrait voir vraiment plus finement en travaillant sur les entretiens eux-mêmes. Et puis aussi un enseignement de stratégie dans la gestion des affects. C'est bien maintenant, au lieu de tout casser, tu peux t'isoler pour te calmer, des choses comme ça. Donc, essayer de prendre au sérieux ce travail du jour le jour autour des adolescents. Et donc, je me suis dit, à partir de là, j'ai repris des choses qui venaient d'autres travaux sur la sociologie des classes populaires, avec l'idée que les milieux populaires sont transformés par plein de choses aujourd'hui, notamment déjà par la massification scolaire évidemment, mais aussi par le développement des métiers de service, donc tous les métiers d'interaction entre les milieux populaires et les autres classes sociales, et que finalement ce qui se développe aussi à travers ces métiers, ces expériences, le rapport aux institutions, mais là du coup j'ai aussi englobé l'expérience de l'hôpital là-dedans, ce sont des lieux d'acquisition de compétences interactionnelles et d'un capital communicationnel. Donc voilà, c'est pas des notions que j'ai forgées moi, c'est un sociologue qui s'appelle Olivier Schwartz qui les propose
pour analyser plus largement les transformations des milieux populaires aujourd'hui, mais je trouvais que ça fonctionnait vraiment bien là. J'avais un beau cas un peu typique de ça, parce que c'est ça qui est enseigné en fait. Alors à partir de là, donc ça c'est ce qui se passe dans ce lieu-là. Je pense que c'est aussi ce que travaillent les éducateurs en parallèle. Et puis après, la suite de ça, ils sont vraiment contents de leur travail quand quand ça peut s'articuler avec la suite des prises en charge. Donc ce qu'ils appellent l'aval, ça fait aussi, à leurs yeux, partie de leur travail. Et donc il y a toute une collaboration qui s'engage dans les cas les plus simples avec les familles. Mais dans de nombreux cas pas simples avec d'autres partenaires que peuvent être l'aide sociale à l'enfance, la protection judiciaire de la jeunesse par exemple, et puis l'éducation nationale souvent. Alors il y a des dispositifs institutionnels formalisés, projets personnalisés de scolarisation, des choses comme ça. Mais en fait je me rendais compte que la plus grande part du travail c'était un travail de bricolage, une pratique, des collaborations informelles, avec un réseau institutionnel qui était élaboré au fil des années, des relations nouées avec tel proviseur, telle assistante sociale scolaire, tel stage dans l'hôpital lui-même, c'est-à-dire que des jeunes patientes qui faisaient un peu un stage avec la coiffeuse de l'hôpital qui travaillait en gériatrie, ou avec les femmes de ménage du service de chirurgie, tout un ensemble comme ça de bricolage, et en fait informel, pour ce travail de suite. Et puis aussi, souvent la scolarisation était reprise à partir de l'hôpital avec journée souvent dans des instituts spécialisés type ITEP, IME, je ne vais pas rentrer dans le détail des terminologies, vous les connaissez sans doute. Des institutions un peu spécialisées pour des enfants en difficulté. Et puis, donc en journée, ils étaient scolarisés, puis ils revenaient la nuit et le week-end, parfois à l'hôpital. Des choses qui se font de manière transitoire. Et donc pour parler aussi d'un cas rapidement... pour faire le parallèle avec ce que j'ai fait tout à l'heure sur Latif, je pourrais raconter un peu l'histoire d'Alison, parce qu'on voit l'importance de ce travail de long terme et de ces bricolages. C'est une jeune fille, moi je l'avais rencontrée en fait avant même l'enquête. J'avais fait une première semaine d'observation exploratoire un an avant. Et donc elle venait juste d'être hospitalisée. Et donc j'ai vraiment vu le changement quand même physiquement en fait. C'est difficile ça à objectiver sociologiquement, mais je pense que les professionnels, c'est sur quoi ils s'appuient aussi beaucoup. Visage très renfrogné, peu expressif, ronde, peu soigné, voilà. Elle était hospitalisée en raison de crises de violence au domicile et dans le foyer éducatif qui l'hébergeait. Donc c'était qualifié par le psychiatre comme des troubles mixtes des conduites et troubles émotionnels. Donc quand je retourne l'année suivante, elle est toujours là. Donc ça fait partie de ces cas un peu exceptionnels. Normalement, les hospitalisations durent d'1 à 3 mois. Elle, du coup, elle a passé plus d'1 an. Elle est toujours là. Entre-temps, elle a passé plusieurs... j'ai plus les chiffres exactement, je crois qu'elle a passé plusieurs semaines en chambre d'isolement, parce que les traitements médicamenteux n'avaient pas suffi. Elle a canalisé sa violence, et notamment celle qu'elle s'auto-infligeait. Et au moment donc, où je la vois, moi je la vois après tout ça, je la revois après tout ça, plus apaisée. Elle a beaucoup changé physiquement, elle est souriante, plus apprêtée. Elle parle beaucoup. Son traitement, d'après les médecins, stabilisé. Alors, il lui injecte des antipsychotiques qui sont utilisés chez l'enfant et l'adolescent qui ont de graves troubles du comportement. Et donc, elle a pu être scolarisée dans un ITEP. Donc, au moment où moi je la retrouve, la journée, elle est dans son ITEP et elle revient le soir et le week-end. Et donc là, la nouvelle phase du travail, ça devient de penser la suite de l'hôpital. Et oui, voilà. Et puis aussi, quand on l'a connue, il y a l'assistante sociale qui dit, quand on l'a connue, elle tapait, elle cognait. Elle a appris à s'écarter pour se calmer. Donc voilà, parmi des choses un peu comment ils auto-évaluent leur travail. Elle n'est plus isolée pendant les récréations, elle est sensible à l'humour, voilà. Petites choses comme ça qu'ils notent pour essayer d'évaluer le chemin parcouru. Et donc là, il y a tout un travail qui se fait avec la mère, et c'était intéressant justement j'ai essayé de quand même d'y prêter attention, parce qu'un des objectifs, c'était aussi de faire comprendre à la fille et à la mère que le retour à la maison, c'était pas forcément la meilleure solution dans ce cas-là. Et en fait, donc j'assiste à des consultations où la maman est présente. Donc c'est une maman c'était une famille qui vivait en caravane, qui a obtenu un logement par les services sociaux, mais bon, la jeune fille, Alison, elle s'entend pas avec son beau-père, sa mère s'alcoolise, elle est aussi en difficulté avec les autres enfants, donc situation sociale un peu lourde, mais un gros travail, une forme de continuité, notamment dans la prise en charge avec les institutions. Cette maman, c'est quelqu'un qui a plutôt un bon rapport aux institutions, qui fait ce qu'on lui dit et tout ça. Et donc, il y a un travail qui est fait pour faire accepter l'idée d'un placement en famille d'accueil.
Et donc, bon, je ne vais pas développer trop pour avoir le temps de conclure quand même, mais et donc ce travail se fait donc en plusieurs fois, plusieurs discussions, en tentant de faire en sorte que la maman et la jeune fille puissent s'approprier cette solution-là. Donc la jeune fille, une fois qu'elle rencontre la famille d'accueil qui est prévue pour elle, elle accepte l'idée. Et encore après ça, il y a un travail qui se fait de visite à domicile pendant tout un temps. Donc c'est vraiment du travail comme ça aussi de séparation progressive et d'adaptation, voilà, qui se fait. Et donc, ce qui avait été intéressant pour moi dans cette prise en charge, c'est que ça montrait bien comment le travail, c'est de progressivement convertir les usagers, la famille et la jeune fille au regard de l'institution. Donc, c'est de la normalisation, hein, comme on analyse habituellement tout ce qui est contrôle social. Mais on voit, sur ce cas-là, quand on regarde dans la durée, on voit bien comment ça passe par un long travail de parole, de conviction, d'explication, de justification, et comment finalement, c'est quand même du contrôle social au sens classique du terme, mais ça se fait de manière, entre guillemets, relativement douce, puisque que la famille peut s'approprier la décision. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire sur ce que pouvait être ce travail-là. Bon, là, c'est un cas exceptionnel parce que c'est un cas très très long. Après, ce qui pose problème aux professionnels dans ces cas-là, et notamment quand ça dure longtemps, c'est qu'ils se retrouvent effectivement face à des dilemmes, puisque il y a toujours le risque que quand les hospitalisations se prolongent, d'une chronicisation, d'une suradaptation des jeunes à l'institution, ce qui complique encore plus leur insertion en aval. Et puis une stigmatisation qui se renforce. Et donc ce paradoxe que ce sont des jeunes qui à la sortie sont beaucoup plus faciles à gérer pour les familles d'accueil ou les foyers qu'avant même qu'ils soient repérés par les services médicaux. Mais en fait, après ils ont le stigmate psychiatrie. Et donc voilà, c'est un peu tous les paradoxes de ce travail-là, c'est que ça reste quand même très stigmatisant. Et du coup, ça peut compliquer l'insertion. Et puis aussi, les contradictions, c'est qu'il faut à la fois favoriser l'autonomie, mais ça suppose aussi des prises de risques. Et puis, on est dans un contexte où c'est de plus en plus compliqué de prendre des risques. Et donc, par exemple, sur des discussions qui font régulièrement débat, sur un exemple qui était assez intéressant, c'était la question de la prescription d'implants contraceptifs pour les jeunes filles. Est-ce qu'on les juge incapables d'autonomie en matière de contraception? Et donc, on valide l'idée que c'est même pas une question à travailler. Si on les juge incapables d'autonomie, on prescrit. Mais si on prescrit pas, en même temps, il y a la prise de risque éventuellement, effectivement, elle se retrouve enceinte et avec tout ce que ça implique. Donc voilà, les dilemmes de ce type de psychiatrie, c'est ce type de dilemme-là. Ou aussi, autre type de dilemme, c'est que ces patients-là aussi, ça devient un lieu de socialisation, un lieu ressource, l'hôpital, pour eux, quand ils sont par ailleurs très démunis. Et donc après, ils peuvent être en demande. Ils peuvent une demande éventuellement de réhospitalisation parfois. Donc c'est pareil, est-ce qu'il faut les autoriser à souffler, est-ce qu'il faut accepter de faire asile entre guillemets, est-ce qu'on va pas chroniciser, est-ce qu'on se retrouve pas dans un face-à-face avec les patients et donc un retour à l'asile. Voilà, c'est un peu tous ces dilemmes là dans lesquels ce service était pris au moment où moi j'ai fait l'enquête. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire sur cette recherche. Donc ça repose effectivement sur une monographie, donc c'est toujours à prendre entre guillemets avec des pincettes. C'est au sens où moi je crois beaucoup à la valeur de l'ethnographie, mais à condition que ce soit très contextualisé. Donc c'est lié à un bassin de population donné, qui a des caractéristiques sociales et économiques données, et c'est dans un type d'unité qui fonctionne d'une certaine manière avec un certain type d'idéologie professionnelle. Voilà. Donc ça vaut pour dans ce contexte-là, ce que je dis. Et voilà, et donc sur ce type de monographie, effectivement, j'ai été amenée à prendre de la distance avec cette problématique classique en sciences sociales d'une psychiatrisation de la délinquance pour prêter attention donc, au travail quotidien et prendre au sérieux l'activité elle-même. Donc cette idée que la psychiatrie exerce certes une fonction de contrôle social, mais il m'a semblé qu'il fallait aller au-delà de ce simple constat. Comment, avec quels moyens, avec quels partenaires, qu'est-ce qui se transmet dans ces lieux-là? Quels en sont les enjeux? Quelles sont les luttes internes à la profession quant aux bonnes manières de faire, hein, voilà, c'est un petit peu parce qu'on pourrait aussi faire le même type d'études que j'ai fait dans des services qui sont beaucoup plus imprégnés de psychiatrie, plus imprégnés de la logique du DSM, peut-être plus portés sur les prescriptions de Ritaline, des choses comme ça. Ce qui est intéressant après, c'est de pouvoir penser les choses dans un espace, dans un champ, avec des luttes internes sur les bonnes manières de faire et quels sont les enjeux politiques, sociaux, éthiques de ces différentes façons de travailler. Voilà, donc moi, en tout cas, ça m'a semblé important dans ce contexte-là de penser l'institution psychiatrique telle qu'elle fonctionne là, comme un lieu, pas seulement comme le lieu de la contrainte, c'est un lieu de contrainte, bien évidemment, mais pas seulement comme le lieu de la contrainte, aussi comme un lieu de socialisation,
Voilà, d'autant plus quand il s'agit, comme ici, d'adolescents qui appartiennent aux fractions précarisées des milieux populaires. Voilà. Alors en ayant à l'esprit effectivement tous les risques connus de chronicisation et de stigmatisation, et que peut-être un des enjeux, mais là après ça m'appartient plus forcément, mais c'est peut-être un des enjeux, c'est de déstigmatiser peut-être ce type de suivi. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci beaucoup Isabelle. Donc, il nous reste un petit quart d'heure pour prendre quelques questions. Je vous remercie pour votre travail. Ma question est celle de la culture. Est-ce que vous avez pris... on n'en a pas parlé, donc je ne sais pas quel est votre profil de clientèle. Ma fantaisie, à tort ou à raison, c'est qu'une partie de votre clientèle peut être d'une culture un peu différente. Comment avez-vous géré une éventuelle question interculturelle, on va dire? Alors, effectivement, la majorité de ces jeunes-là sont des jeunes issus de l'immigration. Certains immigrés, d'autres nés en France. Cette question de la dimension culturelle éventuellement des troubles, c'était en tout cas peu présent dans l'unité comme outil de travail. À la fois c'était présent, dans les pratiques de manière informelle, mais c'était pas théorisé. Ce qui se passait, c'est qu'aussi, c'est pas seulement les patients qui étaient d'origine culturelle variée, c'était aussi l'équipe soignante. Donc c'est effectivement quelque chose que j'ai quand même observé qui était intéressant parce que d'une part, c'est lié effectivement aux spécificités de la région parisienne. Et donc une partie des soignants eux-mêmes ont des parents qui ont migré. Ils ont grandi aussi dans les grands ensembles de la région parisienne et puis ils ont réussi à l'école et ils sont devenus aides-soignantes, infirmières, éducatrices. Et puis après, il y a aussi l'autre particularité, je pense que ça pour le coup, c'est pas que la région parisienne, qu'une partie des postes d'infirmiers sont occupés par des médecins étrangers. Parce qu'il y a une vacance de postes infirmiers et il n'y a pas suffisamment d'infirmiers, notamment en psychiatrie. Et donc, du coup, c'est un des lieux d'affectation des médecins étrangers. Alors, ce qui se passait, c'est qu'effectivement, du coup, de manière un peu implicite, la question de la culture était prise en charge au sens où, assez souvent, quand il y avait des entretiens d'admission ou des entretiens avec les familles, il pouvait y avoir un des professionnels de l'équipe qui accompagnait le psychiatre. Et par exemple, quand c'était des familles africaines, c'était souvent un des infirmiers qui était un chirurgien congolais au départ et qui était là en tant qu'infirmier et qui était évidemment associé bien souvent dans les prises en charge avec ces familles-là, avec l'idée implicite qu'il avait peut-être une facilité de relation avec ces familles-là. Voilà. Donc ça pouvait jouer de cette manière-là. Mais c'était pas, pour le coup, théorisé comme c'est théorisé avec l'ethnopsychiatrie ou des choses comme ça. C'était pas. En plus, il disait de toute façon, mais ils sont nés ici. Mais cet infirmier-là dont je parle, ce médecin congolais, lui-même, il était sceptique avec ça. Il dit ils sont nés ici, ils ont grandi ici. Leur culture, c'est là. C'est éventuellement la culture des cités, mais c'est pas. Voilà, ils étaient un peu dans ce discours-là. Donc bon, après, voilà. Donc c'était pas très présent. Donc il travaillait pas particulièrement avec cet outil-là. Après, il arrivait, c'était présent à la marge. Il y avait une association de femmes africaines du département qui était venue faire une petite intervention dans une réunion de synthèse, parce qu'il se posait un petit peu des questions sur certains, par exemple, sur certains types sur la manière aussi d'être en lien, sur des malentendus éventuels liés à la culture. Mais c'était pas théorisé en termes de soins. Voilà, c'était présent comme question, mais il n'y avait pas de thérapie spécifique. Dans cet endroit-là. Voilà. Après, en tant que sociologue, c'est juste pour... des fois, je me rendais compte qu'il y avait des choses qui étaient interprétées comme potentiellement... si dans l'équipe, ça pouvait faire un peu débat, des choses qui pouvaient être interprétées comme des bizarreries. Enfin, c'était pas non plus si souvent que ça, qui tenaient à des différences culturelles, par exemple. Et donc là, effectivement, la diversité culturelle de l'équipe aussi était une ressource. Par exemple, une jeune fille qui avait signé le pain, quelqu'un qui avait trouvé ça bizarre, et puis une éducatrice de la même origine avait dit « Mais non, mais ça, chez nous, on fait comme ça. » Donc, c'est pas une bizarrerie, c'est pas pathologique, c'est juste que c'est une différence culturelle.
Oui, moi j'ai une petite question qui est liée à mon expérience à la PJJ. Du coup, ça m'a beaucoup intéressé ce que vous avez dit sur le lien entre les éducateurs et puis les soignants. Est-ce que vous avez, moi ce que j'avais repéré en tout cas dans ma pratique d'éducateur, c'était la différence entre le temps éducatif, le temps judiciaire et le temps du soin, le temps médical. C'est-à-dire que le juge des enfants donne à un jeune délinquant 1 an et demi pour changer, et au bout de ce temps, il y a le jugement, et le jugement décide si oui ou non l'évolution a été positive, et donc la peine est en conséquence. Or, il y a une tension entre le temps des psychiatres, le temps le temps du soin qui est long, et le temps du judiciaire qui est un peu moins long, mais qui est toujours long, mais qui n'est pas forcément en adéquation. Est-ce que vous avez pu repérer cette tension ? En tout cas, des tensions entre professionnels, oui. Comment ? Moi, j'ai vu du coup de l'intérieur, donc je suis du côté du temps des soignants, on va dire, quelque part. Eux, après, si effectivement le magistrat, il y avait aussi, donc il pouvait même se déplacer parfois certains soignants aussi à l'audience, voir un juge. Si éventuellement il y avait une sanction qui tombait, par exemple, je sais pas, eux ils étaient sur l'idée, ils le vivaient comment ? Ils considéraient que les choses se font avec la sanction, sans la sanction, mais que de toute façon, chacun est à sa place. Et après, c'est à l'adolescent de se construire avec ces différentes institutions. Mais ça ne les choquait pas forcément qu'un juge puisse être répressif. De toute façon, c'est pas ça que... Enfin, voilà, c'est d'un autre ordre. Je ne sais pas si c'était en ces termes-là. Mais peut-être que dans toute cette histoire, ceux qui sont le plus en souffrance sont les éducateurs. Parce que... je sais pas, peut-être que la place est plus floue aussi même sur ce qu'il faut faire, et c'est un métier un peu en difficulté, très mis en cause aussi politiquement, socialement aujourd'hui. La mission est peut-être plus si claire de ce qu'il faut faire, et donc effectivement que ce soit l'éducateur qui sait plus dans quel temps il est censé travailler. Parce que finalement je pense que quand même malgré tout le juge il est à sa place avec une fonction assez précise, le psychiatre aussi, mais les psychiatres et les éducateurs ils exprimaient aussi beaucoup, donc cette catégorie d'état limite, moi en fait, et de jeunes borderline, je l'avais beaucoup entendu quand j'avais travaillé avant justement sur la PJJ. Je trouve que ceux qui utilisent le plus ce terme sur les terrains que j'ai fait, ce sont les éducateurs en fait. Et je pense que s'ils utilisent autant ce terme-là, ça renvoie quand même quelque chose d'important en termes de vécu, de pratique professionnelle, et c'est un terme qui dit quand même beaucoup de choses. Enfin, c'est un terme qui dit en même temps rien, parce que c'est vraiment des catégories très floues. Et d'ailleurs, les psychiatres, quand je disais mais qu'est-ce que ça veut dire exactement état limite ou borderline, ils disent mais en fait c'est quand on ne sait pas quoi mettre. Donc, donc les éducateurs de la PJJ disaient que c'était en augmentation. Enfin, eux le vivaient comme ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de souffrance professionnelle ? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de changement de l'institution éducative et des autres institutions autour aussi ? Voilà. Est-ce que c'est vrai que ces catégories sont vraiment en augmentation, ou est-ce que c'est d'autres choses socialement qui bougent et qui font que ça s'exprime comme ça, et en tout cas les professionnels utilisent ce terme-là pour rendre compte de leurs difficultés professionnelles, du fait qu'en fait ce sont des jeunes ingérables. C'est ça en fait que ça veut dire quand on écoute bien les professionnels. Et que du coup, ce sont les éducateurs qui se retrouvent à gérer des choses pour lesquelles ils ne sont pas outillés en fait. C'est un peu l'impression que ça donnait, quoi. Enfin, et de travailler sur ces sujets-là, c'est un peu l'impression que ça me donne. Donc après, voilà, je ne l'ai pas forcément entendu en termes de... Mais effectivement, ce n'est pas le même temps, au sens où le magistrat, il a une décision ponctuelle à prendre, même s'il a un dossier qui parle d'une durée. L'éducateur, il va avoir une mission sur 6 mois, voire 1 an, avec, entre guillemets, obligation de résultat. Puis le psychiatre, il intervient en même temps avec une forme de... j'ai eu l'impression, une forme de lâcher prise, hein, ce qui leur permet de travailler d'ailleurs, parce qu'ils ne savent pas forcément ce que ça va devenir, ils savent qu'ils n'ont pas la maîtrise du temps de l'évolution. Donc quelque part, ils ont aussi quelque chose de, entre guillemets, plus confortable de ce point de vue-là, les soignants, puisqu'ils n'ont pas véritablement... Ils n'ont pas cette obligation de résultat qu'un éducateur, par exemple, d'un certain point de vue. Oui, bonjour. Je suis pas sûr d'avoir totalement compris, mais en fait, à un moment, vous avez évoqué l'implant contraceptif, je crois. Oui. Donc en fait, c'est un implant contraceptif imposé, en quelque sorte. Et je voulais savoir, dans l'institution dans laquelle vous avez été, quelle était la décision qui a été prise, que vous avez dit que ça mettait en tension et que, il y avait un peu un dilemme. C'est en fait au cas par cas. Des fois, ils le posent, des fois pas. Et puis, des fois, ils en discutent plusieurs fois.
Et à aucun moment le consentement de la personne est crucial ça dans le peut être choix. plus ou moins discuté. Ils peuvent obtenir le consentement en discutant. Après, en fait, ce qui leur pose problème, c'est pas en soi, parce que je pense que les jeunes filles, en même temps, si on leur met l'implant, je sais pas si, mais c'est aussi cette idée que du coup, eux, en prenant cette décision-là, ils considèrent que la jeune fille est incapable de se débrouiller toute seule avec une contraception. Donc, ils entérinent quelque chose de l'absence d'autonomie. Et donc, c'est à l'encontre de ce qu'ils veulent faire comme soignants, parce que leur idéal du travail, c'est de les rendre autonomes. Donc là, en fait, ils considèrent que oui, elles sont handicapées, en gros, elles peuvent pas se débrouiller. C'est un petit peu ça. Et parce qu'en fait, ce qui rend le travail un peu compliqué pour ces professionnels-là qui sont dans l'idéologie que j'ai un peu décrite, c'est qu'ils ont une espèce d'utopie de ce que serait une psychiatrie idéale, qui serait une psychiatrie sans contrainte, dans l'idéal, qui serait sans abus de pouvoir. C'est des gens qui se sont construits dans les années 70, un peu, avec tout ce mouvement de critique de l'enfermement, même s'ils hospitalisent quand même. Et donc, ils n'aiment pas trop donner des médicaments, ils n'aiment pas trop enfermer, et puis ils n'aiment pas trop imposer. Et donc, ils se font un travail pour permettre que ces jeunes patients, en fait, n'aient plus besoin d'eux. Mais là, justement, l'implant contraceptif, il peut aussi exister dans un temps long qui n'est pas forcément celui de la psychiatrie. Oui. Et du coup, on peut penser que ça lie la personne dans un temps qui est beaucoup plus long que son possible. Vous avez évoqué 3 à 6 mois en moyenne, maximum en général. Là, l'implant, ça peut durer, je sais pas exactement, mais 3-4 ans, il me semble. Donc là, c'est vraiment, ça lie la personne au-delà du moment où elle est possiblement hors d'état de considérer sa situation. Donc c'est un peu... Mais je pense que ce qui leur posait aussi problème, d'une part, c'est aussi, ils font tout un travail aussi sur l'absence de mise en danger sur le plan sexuel. C'est aussi considéré que, il n'y a pas que le risque de tomber enceinte, il y a aussi tout le travail autour de... Donc c'est l'idée qu'ils partent du principe que elles vont pas forcément se protéger, et puis aussi que c'est aussi leur donner une caution. C'est des jeunes filles qui ont parfois 13-14 ans, hein. Donc c'est compliqué de comment c'est interprété. Bon, puis ils se prennent beaucoup la tête aussi, les psychiatres, donc tout est surinterprété, tout ça. Donc en fait, ils leur disent allez-y en faisant ça. C'est comme ça qu'ils le vivent en tout cas. Voilà. Je crois qu'on n'a plus le temps. Il doit être, je sais pas montrer, il doit être 14h. Donc... Ah, c'est. Alors on peut. Est-ce qu'il y a une dernière question? Bon, merci beaucoup. Merci. En tout cas. Merci.